Ouverture aujourd'hui du 45e sommet de la CEDEAO à Accra. Le président Alassane Ouattara est sur place au Ghana depuis hier. Il a exprimé sa joie de revenir dans la capitale ghanéenne. Selon lui, Accra, c'est Abidjan. Et en Côte d'Ivoire, 15 artistes bénéficient désormais chacun d'une aide de 300 000 francs CFA. Remise de chèques, cérémonie émouvante. Les artistes traduisent leur reconnaissance au chef de l'État et vous allez les entendre dans quelques instants. Et hors de nos frontières, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce jeudi pour discuter de l'escalade des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue à tous. Le 45e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'ouvre ce jeudi à Accra. Le chef de l'État a quitté Abidjan hier pour prendre part à ce sommet. Au centre de cette rencontre, les questions de sécurité régionale avec notamment l'évolution de la situation au Mali et en Guinée-Bissau, mais également des sujets d'ordre économique et politique. Et nous vous proposons déjà la déclaration du président Alassane Ouattara à son arrivée hier au Ghana. Je voudrais d'abord saluer et remercier mon frère le président John Dramani Mahama de nous accueillir aussi chaleureusement à Accra et saluer le peuple frère du Ghana. Nous sommes à Accra pour le 45e sommet de la CEDEAO et nous avons bien évidemment des points importants à l'ordre du jour, que ce soit les questions de sécurité régionale avec l'évolution de la bonne situation au Mali et en Guinée-Bissau, des questions économiques, des questions politiques. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver à Accra. Accra, c'est Abidjan. Ajoutons qu'aussitôt arrivé hier, le chef de l'État a reçu plusieurs autres présidents des pays membres de la CEDEAO. Le chef de l'État qui regagne Abidjan ce soir. Et avant son départ hier, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. Au cours de cette réunion, le gouvernement a entériné la nomination de 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante pour tenir la date constitutionnelle de la présidentielle de 2015. Autre décision prise au cours de ce conseil, l'octroi d'une aide exceptionnelle de relogement à 3000 ménages victimes de la saison des pluies. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofi Aboulé. Les pluies diluviennes et ses conséquences, une fois de plus, s'invitent au Conseil des ministres. La réunion de ce mercredi 9 juillet 2014 en a encore fait l'une de ses préoccupations majeures. Face aux nombreux dégâts, notamment des pertes en vie humaine, le Conseil a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures avec à la clé des poursuites à l'encontre des opérateurs qui le plus souvent érigent des bâtiments sur des emprises ou des ouvrages d'assainissement. Le Conseil a donc pris un certain nombre de mesures. La mise en place d'une cellule de crise interministérielle présidée par le Premier ministre lui-même, l'information des populations à travers une déclaration du gouvernement qui a déjà été faite, la réactivation des équipes chargées d'appliquer le plan Orsec dans chaque département, la sensibilisation des populations par tous moyens, la mise en œuvre diligente des travaux d'assainissement, le rétablissement des voies urbaines et interurbaines, ainsi que des réseaux de distribution d'eau et d'électricité qui ont été endommagés par les pluies, l'identification de sites d'accueil des sinistrés dans chaque commune, la mise à la disposition des structures de gestion des opérations de moyens supplémentaires d'alerte, de communication, de transport, de santé, d'alimentation, de couchage, la mise sur pied d'une coordination et d'un système d'alerte, la libération des zones à risque identifiées et des familles qui doivent être déplacées, la sécurisation de toutes les opérations entreprises par les forces armées, l'engagement de poursuites judiciaires contre les architectes, les opérateurs économiques, les propriétaires ayant bâti ou fait bâtir sur les emprises, la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant autorisé l'installation des quartiers précaires ou éventuellement ayant autorisé les constructions anarchiques sur les emprises. Pour le gouvernement, toutes ces mesures visent à lutter efficacement contre les sinistres, cela dans le cadre bien entendu du plan national de protection civile, toute chose qui nécessite une enveloppe d'environ 1,8 milliard de francs CFA.
Une pension mensuelle de 300 000 francs CFA reversée à vie à 15 artistes. La promesse faite par le chef de l'État aux artistes s'est traduite en acte hier. Le président Alassane Ouattara, à travers ce geste fort, entend apporter le soutien de la République à ces figures emblématiques de la culture en Côte d'Ivoire, nous dit Serge Kolia. Honneur et gloire aux artistes ivoiriens, ceux-là même qui ont écrit les plus belles pages de la musique et de la culture ivoirienne. Ils ont surtout tracé les sillons du chemin suivi par la jeune génération. La nation leur donne aujourd'hui toute la reconnaissance. 300 000 francs CFA de pension de retraite mensuelle pour 15 monstres sacrés. On peut citer entre autres Ala Thérèse, la déesse baoulée de la musique tradimoderne et Ngoran Laloy, D'après Stone, le crooner Yacouba, aujourd'hui victime de maladie, Johnny Lafleur, dont l'état de santé a mobilisé la Côte d'Ivoire, Marie-Rose Guiraud, la prêtresse ivoirienne de la danse, âgée de 70 ans aujourd'hui, Zachary Noël, l'auteur de Super Yohou, Anoma Brou-Félix, le maître du Wami, Eba Jérôme, Monsieur Trahison, Sorongana, le précurseur du Yakiana, Baïs Pinto, la voix d'or, Agué Daniel et Igna Salomo, les étoiles du théâtre ivoirien. Au total, 15 artistes qui ont connu la gloire et qui, pour beaucoup, sont aujourd'hui laissés pour compte. Le président de la République a décidé de protéger ces monuments en les mettant à l'abri de la main tendue. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a d'ailleurs appelé tous les Ivoiriens à saluer ce geste inédit en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Ce sont des artistes qui ont servi la Côte d'Ivoire sans rien attendre parce qu'ils faisaient ce art avec amour. Ces artistes sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle le troisième âge. Ils ne peuvent plus jouer et leur vie se dégrade, ce qui n'est pas normal. Et un État doit être reconnaissant à tous ses serviteurs. Si les fonctionnaires ont une pension de retraite, pourquoi ces grands artistes qui ont servi la Côte d'Ivoire n'auraient pas eux aussi une pension de retraite? C'est le dossier que j'ai plaidé devant le chef de l'État, qui est sensible à décider d'octroyer une pension à ces artistes. Les 15 artistes ont reçu leur premier chèque. Il en sera ainsi tout le long du mandat du président de la République, a indiqué le ministre Maurice Kokou-Bandama. Ces anciennes gloires ont été choisies sur la base de critères définis par un comité scientifique. La liste va s'élargir, a indiqué le ministre Bandama, pour aider le maximum d'artistes qui ont porté haut le drapeau de la culture ivoirienne à passer de vieux jours sans difficulté. Et justement, parmi les anciennes gloires de la musique, des arts et de la danse qui ont reçu les chèques Ala Thérèse et son époux Ngoran Laloy, Zachary Noël, Agué Daniel et Johnny Lafleur, c'est avec beaucoup d'émotion que ces artistes ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Ambiance et commentaires, Serge Kolia. C'est un grand geste qui vient d'être fait. On ne le dira jamais assez. C'est le premier geste fait en Afrique qui sera repris dans d'autres pays. Moi personnellement, je suis très heureux et je voudrais que Dieu fasse en sorte que le président Alassane, avec son gouvernement, puisse amener à bien leur programme de la réconciliation, afin que tous les Ivoiriens puissent se sentir à l'aise comme nous venons de le sentir. C'est-à-dire, c'est comme un rêve pour nous, mais nous venons de tenir les chèques et les enveloppes, ça veut dire que c'est une réalité. Moi j'ai 70 ans et il a fallu que j'arrive à ces temps-là pour avoir une subvention. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a jamais donné l'argent. Mais ici on vient de me donner une assurance et c'est grâce à lui. Le président a eu confiance en lui pour donner aux artistes. Le président Alassane et son super ministre Bandama nous ont vraiment gâtés. Je remercie le gouvernement et tous ces gestes vraiment de soutien. Je lui dis merci beaucoup. Que Dieu le bénisse.
Investir en Côte d'Ivoire, c'est le thème de la 28e édition de la Journée mondiale de la population, journée qui sera célébrée demain vendredi. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement porte entre autres sur les solutions durables aux problèmes des jeunes. Marie-Laure Magnessé et Maïsako pour plus de détails. Les jeunes en Côte d'Ivoire sont les plus touchés par la pauvreté parce que la grande majorité de ces jeunes, soit 85%, est au chômage. À l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la population célébrée ce 11 juillet, Albert Mabritois-Keus revient sur le programme du gouvernement en leur faveur. Au niveau de l'emploi, l'État a entrepris des réformes institutionnelles majeures et a mis en place des fonds d'appui à l'auto-emploi d'un montant initial de 2 milliards de francs CFA pour les projets des jeunes, avec nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, pour un montant de 22 milliards de francs CFA et l'Agence française de développement pour 46 milliards, l'État va engager des actions plus vigoureuses en faveur de la capacitation des jeunes. Le succès de ces actions passe par la maîtrise de la démographie. Or, la jeunesse est caractérisée par une fécondité précoce et élevée. Selon l'enquête démographique et de santé 2012, 30% des jeunes filles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde et 23% ont au moins un enfant. C'est pourquoi le gouvernement a engagé, sous la houlette du président de la République, des investissements stratégiques visant à accroître les capacités d'éducation-formation, en particulier chez les filles, à combler les lacunes dans la disponibilité, la qualité et l'accès aux services de santé, spécifiquement en santé de la reproduction. Cette journée sera célébrée en Côte d'Ivoire dans la ville de Toumoudi le samedi 19 juillet sous le thème « Investir dans les jeunes pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Un mot de justice avec ce véritable plaidoyer de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Cette coalition appelle les autorités ivoiriennes à se pencher davantage sur les cas de torture. C'était hier autour d'une même table qui a réuni représentants du ministère de la Justice, experts en droits de l'homme et juristes. On fait le point avec Gabriel Zani. Le code pénal ivoirien est muet sur le sujet de la torture. Il ne la définit ni explicitement, ni ne la criminalise. Pourtant, la Constitution interdit la torture et toutes pratiques similaires. De plus, depuis 1995, le pays a ratifié la Convention contre la torture et autres traitements cruels dégradants. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, en partenariat avec la Fondation Osiwa, plaide pour un changement. Nous exhortons le gouvernement ivoirien à faire un rapport initial et cumulé devant le comité contre la torture pour que, à partir de là, on puisse voir comment la torture évolue en Côte d'Ivoire. Des mesures préventives et répressives ont été prises par les autorités pour que les victimes de torture obtiennent réparation. Mais faute d'incrimination, les tortionnaires peuvent récidiver. Notre premier plaidoyer, c'est que la Côte d'Ivoire puisse réviser son code pénal afin de définir la pratique de la torture et de pouvoir criminaliser cette pratique qui est la torture pour éviter justement l'impunité. Le plaidoyer de la coalition ivoirienne pour la CPI va plus loin. Selon l'organisation, la Côte d'Ivoire doit aussi faire la déclaration reconnaissant la compétence du comité de lutte contre la torture pour examiner les plaintes des victimes. Sinon, ces dernières se retrouveront sans recours. Cette rencontre entre le Programme national de cohésion sociale, l'UNESCO et Amnesty International section Côte d'Ivoire, le PNCS et ses organisations essaient de voir ensemble comment collaborer pour l'atteinte des objectifs du programme, nous dit Hugues Hervé Blé. Avec ses hôtes, le professeur Koné Mariatou a surtout parlé de collaboration. La première rencontre consacrée aux représentants résidents de l'UNESCO en Côte d'Ivoire a permis d'évoquer le soutien de l'organisation au programme national de cohésion sociale. Nous sommes en train de vouloir faire une offre technique pour pouvoir travailler avec Madame la Présidente et son équipe sur l'utilisation de l'art et du théâtre pour contribuer à la cohésion sociale. D'une part et d'autre part, traduire dans les langues nationales les différents messages liés à la cohésion sociale. Autre structure qui pourrait appuyer le programme national de cohésion sociale dans ses actions, Amnesty International.
Les responsables locaux de l'organisation étaient au PNCS. Il s'agissait pour Amnesty International Section Côte d'Ivoire d'évoquer avec leurs hôtes une prochaine collaboration. Mais ce que nous pouvons apporter, c'est mobiliser des ressources pour financer les projets que nous allons exécuter ensemble. Ça, c'est très important. Apporter des ressources en information au programme et puis apporter de l'expertise en termes de sensibilisation dans les communautés. À toutes les organisations de la société civile, nous demandons l'effort de travailler en synergie parce que la société civile, c'est elle qui nous guide, si vous voulez. Elle est avec les populations, elle voit ce qui se passe et donc c'est à travers ces actions que le gouvernement également sait qu'il a bien travaillé ou il n'a pas bien travaillé. Le programme national de cohésion sociale PNCS doit contribuer au retour et au renforcement de la cohésion sociale pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. L'actualité oblige, le président de la République a participé ce jeudi à Accra, au Ghana, à la cérémonie d'ouverture des travaux de la 45e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de cette rencontre au sommet s'articulent autour de la situation sécuritaire dans la sous-région, la libre circulation, l'application du tarif extérieur commun et l'accord de partenariat économique. L'épidémie d'Ebola qui touche durement la sous-région va également faire l'objet de réflexions et le président de la République du Ghana, John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, a appelé à la mobilisation des ressources et l'intensification et la coordination des actions afin de freiner la propagation de cette fièvre hémorragique. Et avant ce sommet hier, dans la soirée, le président de la République s'est entretenu avec son homologue du Burkina Faso. Au menu des échanges, l'intégration régionale, la stabilité sous-régionale et le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Nous reviendrons largement sur ce sommet dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial à Accra, Awa Touré. Ce communiqué de presse, la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication invite les personnes éligibles à déposer leur demande d'attribution ou de renouvellement de la carte d'identité professionnelle auprès du secrétariat permanent de la commission SI au ministère de la Communication, cité administrative, tout C, 17e étage, porte 28, le téléphone est 20 21 29 81, date d'ouverture du dépôt des demandes lundi 7 juillet 2014, date de clôture vendredi 25 juillet 2014. Et nous allons revenir encore sur cette audience du président de la République à Accra avant ce sommet, avant le 45e sommet de la CEDEAO hier dans la soirée. Le président Alassane Ouattara en images s'est entretenu avec son homologue du Burkina Faso au menu des échanges, l'intégration régionale, la stabilité sous-régionale et le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso préparent activement la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération prévue fin juillet à Ouagadougou. Le président de la République Alassane Ouattara et son homologue du Faso, Blaise Compaoré, ont mis à profit leur séjour au Ghana dans le cadre du 45e sommet ordinaire de la CEDEAO pour faire le point. L'occasion aussi pour les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Blaise Compaoré, d'aborder des questions liées à l'intégration régionale et à la stabilité dans l'espace CEDEAO. Aborder aussi entre nous ce qui va nous réunir à la fin du mois, c'est-à-dire le traité d'amitié Côte d'Ivoire-Burkina, pour évaluer avant donc ce sommet ce que nous pouvons encore initier ou entreprendre pour consolider nos engagements. Nous avons, Monsieur le Président, fait des progrès importants. Je crois que la réunion de fin juillet à Ouagadougou nous permettra de vous démontrer que les choses avancent bien et très vite. Et nous sommes sur la bonne voie et nous aurons l'occasion d'avoir plus de détails quand nous serons à Ouagadougou.
La 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération va permettre à la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso de signer 26 accords de coopération. Et puis, vous le savez, en Côte d'Ivoire, depuis le 25 juin dernier, les résultats du BEPC session 2014 sont connus sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Botro, le fort taux de réussite à cet examen, 94,75%, a été jugé anormal par la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, qui a exigé une deuxième correction des copies avec des nouveaux résultats. On fait le point avec Soro Corona. BEPC, session 2014. 489 candidats ont subi les épreuves à Botro. Le 25 juin, à la proclamation des résultats, 94,75% des candidats ont été déclarés admis. Résultats affichés et collantes remises. Cette joie des candidats et de leurs familles sera de courte durée. La direction des examens et concours, entre-temps, décide de reprendre la correction des copies à Abidjan. Les nouveaux résultats sont affichés depuis le lundi 7 juillet 2014 avec cette fois-ci 44% d'admis. J'ai présenté mon BPC en candidat libre. Premier résultat, il y avait 111,50. Mais ce qui est venu, ils n'ont pas vu mon nom. En tout cas, ça ne me plaît pas. Comme c'est un BPC, bon, c'est un concours, c'est pas petit à faire. Donc on a trop eu peur. Par regard de Dieu, on a eu le BPC. Après aussi, bon, ils sont venus dire que non, on n'a pas eu le BPC. Que s'est-il réellement passé? S'il y a eu fraude, à quel niveau se situe-t-elle? Du côté de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 2, la situation est encore ambiguë. Les taux d'admission dans les différents centres sont parvenus donc à l'inspection générale et elle a jugé bon qu'on lui fasse descendre les copies de Botro pour qu'elle vérifie effectivement de quoi il s'agit. Je n'ai pas été informé qu'il y a une fraude de cette envergure. La population de Botro, avec à leur tête le premier magistrat de la commune, veulent en savoir davantage. L'éducation nationale devrait pouvoir nous expliquer aux populations qu'est-ce qui s'est passé. Les parents ont été très heureux d'avoir les premiers résultats. Il y en a même qui ont fêté leurs enfants. Et puis tout d'un coup, on revient à 44% avec 50% de rejet. C'est vraiment dur pour les parents. Le BEPC session 2014 à Botro est loin d'avoir livré ses derniers résultats. Et justement, dans le domaine de l'éducation, la 56e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Avant cette session, les correspondants nationaux des pays membres se sont réunis pour préparer les tests et thématiques qui seront débattus lors de cette réunion ministérielle. Eve Boué et Francis Boifo. La réunion des correspondants nationaux de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, a analysé entre autres le bilan 2011-2014 des activités de cette structure. Il ressort que les objectifs de l'éducation pour tous ne sont pas atteints dans tous les pays francophones. Il est constaté qu'il y a plus de 57 millions d'enfants qui n'ont pas encore accès à l'éducation. Et il y a un tiers des enfants qui sont inscrits dans le système éducatif qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment la lecture, l'écriture, le calcul. La CONFEMEN va mettre l'accent sur la réflexion et les actions à entreprendre pour justement répondre aux besoins et aux enfants qui ne vont pas encore à l'école et inclure tous les enfants dans l'éducation parce que c'est un droit humain. Au terme de cette réunion, un rapport qui servira de document de base pour la session ministérielle des 10, 11 et 12 juillet prochains. C'est justement d'apprêter tous les documents qui vont servir au travail des ministres membres. Donc tous les documents, toutes les recommandations, toutes les résolutions qu'ils vont prendre sont préparées par les correspondants nationaux. La 56e session ministérielle de la CONFEMEN porte sur l'éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie, défis, priorités et perspectives pour l'après-2015. À l'issue donc de cette session, les solutions appropriées aux préoccupations majeures des systèmes éducatifs francophones seront envisagées.
Et puis, les examens du BTS démarrent le 14 juillet prochain pour prendre fin le 2 août. 54 698 candidats prendront part à ces examens du brevet de technicien supérieur. L'information a été donnée hier par le directeur de l'orientation et des examens du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Doulaye Koulibaly, au cours d'un point de presse. Les dates de composition des épreuves du brevet de technicien supérieur sont désormais connues. Du 14 juillet au 2 août, 54 698 candidats, dont plus de 85% de candidats officiels, 14,58% de candidats libres et moins d'1% de candidats non résidents des filières tertiaires et industrielles composeront. Les épreuves écrites, toutes filières confondues, commencent le 14, la semaine prochaine, jusqu'au 19 juillet. Les épreuves orales, du 21 juillet au 26 juillet. Les épreuves pratiques professionnelles, qui avant se faisaient de manière théorique. Mais cette fois-ci, ce sont des épreuves qui se passent in situ. Et ces épreuves pratiques partent du 28 juillet au 2 août. Cette année, une innovation au niveau du retrait des convocations. Elles sont retirées en ligne à travers le site de la DORES. Plus de 34 000 candidats ont déjà imprimé leur convocation. Cette année, nous ne donnons pas physiquement les convocations. Les inscriptions se sont faites en ligne. Et pour garder la même logique, c'est en ligne qu'ils vont chercher leur convocation. 112 centres repartis sur l'ensemble du territoire national serviront aux examens du BTS. Abidjan seul compte 98 centres avec 48 862 candidats. Les résultats du brevet de technicien supérieur seront proclamés le 30 août prochain. Une ambulance pour le centre de santé de Giroutou dans le département de Tabou. Un don de la coopérative agricole de Giroutou. Cette ambulance va faciliter la prise en charge des cas urgents. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Une ambulance toute neuve remise au centre de santé de Giroutou dans le département de Tabou. Le don est de la coopérative agricole de Giroutou, Kopadi. Un geste social pour soulager plus de 3000 âmes qui dépendent de ce centre de santé enclavé depuis des années. Selon les responsables de la Kopadi, cette action vise à améliorer les conditions d'évacuation des malades et des blessés à l'hôpital général de Tabou. Kofi Kwadio, sous-préfet de Giroutou, a au nom de la population salué le geste. Pour lui, cette action est un acte de développement qui doit être soutenu. C'est pourquoi il a invité les bénéficiaires à en faire bon usage. La cérémonie de remise de l'ambulance a été précédée de l'Assemblée générale de la Kopadi, occasion pour les membres de faire le bilan de l'exercice écoulé. Il ressort des échanges que la coopérative a réalisé un bénéfice net de 126 millions de francs CFA. Les producteurs ont été sensibilisés sur la culture de la qualité afin de respecter les normes internationales et surtout d'accroître leur rendement. L'église des Assemblées de Dieu d'Abengourou Centre apporte son soutien aux veuves de l'association Tabita à hauteur de 500 000 francs CFA. L'objectif est de permettre à ces femmes qui ne bénéficient plus du soutien de leur époux de se prendre en charge. Honorine Aingori. C'est en vue d'aider les veuves de l'association Tabita d'Abengourou à sortir de la pauvreté et à subvenir à leurs besoins que cette aide financière de 500 000 francs CFA sous forme de prêt leur a été remise par l'Église des Assemblées de Dieu d'Abengourou Centre. Outre cet appui financier, elles ont reçu des complets de pagne. Pour le pasteur principal de cette église, Martin Anzouan, il s'agit d'apporter un réconfort moral à ces femmes vulnérables, mais surtout de répondre à un ordre divin, celui de secourir les veuves. S'adressant à ces veuves de l'association Tabita, l'homme de Dieu les a invitées à se mettre au service du Seigneur Jésus-Christ. En faisant son œuvre, il leur a demandé de s'impliquer davantage dans les activités de l'AOC, l'action ouvrière du Christ. La porte-parole des heureuses bénéficiaires, Odi Lafi, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce geste de solidarité à leur endroit.
Hors de nos frontières et en images, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce jeudi à 14h GMT pour discuter de l'escalade des affrontements entre Israéliens et Palestiniens. De son côté, Washington appelle les deux belligérants à épargner les civils et à reprendre le dialogue. Mais après l'échec des négociations de paix sous l'égide des États-Unis, la voix américaine est peu audible et l'administration Obama très embarrassée. Mondial 2014 pour terminer, l'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de football. L'Argentine va donc affronter l'Allemagne le dimanche 13 juillet à Rio de Janeiro. Les Argentins ont éliminé les Pays-Bas 4 tirs au but à 2 au terme d'une demi-finale très fermée hier à Sao Paulo. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité.